Salut tout le monde. Il s'agit de la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode est Empire des choses, comment nous sommes devenus un monde de consommateurs, du XVe siècle au XXIe siècle, un chef-d'œuvre historique qui raconte l'histoire de la culture de consommation humaine sur plus de 5 siècles. Ce livre a été sélectionné comme livre de l'année par le Times en 2016 et a remporté le prix du livre scientifique autrichien de l'année en 2018. Ce livre parle des histoires, mais ce qu'il veut dire en réalité, c'est de relations. Cette relation fait référence à l'interaction et à l'influence entre la consommation et la société humaine. Par conséquent, le livre comporte 2 lignes, l'une consiste à discuter de la manière dont les divers systèmes et concepts de la société humaine façonnent la consommation, l'autre est à révéler comment la consommation transforme à son tour le pouvoir, la structure et la valeur de notre société. Systématique. C'est un peu abstrait, mais ce n'est pas grave, l'astuce est dans le livre. Dès que vous ouvrez ce livre, vous pouvez voir un petit poème intitulé « Ode à toutes choses », qui décrit de manière vivante notre relation avec les « choses ». Ce qu'il dit est le suivant, nous tenons pour acquis les divers objets qui remplissent notre vie, même les humbles pinces et ciseaux, les tasses et les bols, mais en fait, nous avons déjà établi des relations étroites avec eux, et nos vies en dépendent. La fraîcheur est aussi à garde pour eux. Pourquoi devrions-nous louer les « choses » ? Le « matérialisme » n'a-t-il pas toujours été stigmatisé ? Cela révèle clairement la théorie de ce livre au-delà de l'histoire, c'est-à-dire les opinions tendancieuses de l'auteur. En fait, ce que ce livre veut faire, c'est remodeler notre relation avec les choses, changer les points de vue inhérents des gens sur la consommation et nous amener à réfléchir sur le rôle positif de la consommation dans les processus sociaux et dans nos vies. La consommation peut paraître inconnue, mais elle est en réalité au cœur de nombreux processus humains majeurs. Par exemple, elle est à l'origine de la mondialisation, de l'urbanisation et de la démocratisation. En tant que consommateurs consciencieux, nous avons en fait participé au grand processus historique de l'humanité par le biais du « acheter, acheter, acheter ». Voyez-vous, pour rectifier le nom de la culture matérielle humaine et nous amener à repenser la consommation, l'auteur a mis 7 ans pour publier ce magnifique ouvrage. C'est une œuvre épique d'écriture ambitieuse. La différence de ce livre est qu'elle ne se concentre pas uniquement sur la société occidentale, mais s'étend sur 6 continents. Il existe très peu d'études comparatives dans la communauté universitaire qui relie les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Vous pouvez également le considérer comme une histoire de l'intégration mondiale, du point de vue de la consommation. L'auteur de ce livre est Frank Trentmann. Né en Allemagne, il a enseigné à l'université de Princeton aux États-Unis et à l'université de Bielefeld en Allemagne. Il est aujourd'hui professeur d'histoire à l'université de Londres et professeur à l'Institute of Sustainable Consumption de l'université de Manchester. Son idée originale d'écrire un si gros livre est née de la réalisation d'un grand projet. Il s'agit du projet de recherche « Consumer Culture » présidé par Frank et doté d'un financement pouvant atteindre 5 millions de livres. Ce projet rassemble plus de 60 experts dans différents domaines, de la mode, de la géographie au droit et aux affaires, dans le but de restaurer le rôle unique de la consommation dans la vie politique, économique et culturelle de l'humanité, dans tous les domaines et sous de multiples angles. Le chef-d'œuvre qui nous est finalement présenté est non seulement méticuleux sur le plan académique, mais aussi convaincant sur le plan écrit. Examinons ensuite le contenu spécifique de ce livre. Sous 2 angles, le premier est de regarder l'histoire à partir de la vie contemporaine, c'est-à-dire la façon dont la consommation participe à façonner notre société aujourd'hui. Le deuxième angle est de regarder la vie contemporaine à partir de l'histoire, c'est-à-dire d'utiliser une perspective historique pour nous aider à réfléchir aux problèmes de la culture de consommation actuelle. Première partie. Entrons d'abord dans la première perspective et passons en revue l'histoire du point de vue de la vie contemporaine. La consommation ne nous est pas étrangère, nous la connaissons même trop bien, vous et moi vivons dans un monde entouré de marchandises. Ce qui nous est inconnu, c'est la manière dont ces objets sont entrés dans nos vies. Vous pouvez rire, n'est-ce pas ce que nous avons acheté ? C'est vrai, mais ce que ce livre veut nous dire, c'est ce que les gens choisissent dépend de la manière dont ces choix sont créés. Chaque repas, chaque vêtement de notre vie était autrefois une énorme révolution dans notre mode de vie. Il faisait souvent partie du système politique et économique mondial et n'entrait dans les foyers des gens ordinaires que par le baptême de la mondialisation. Aux yeux de l'auteur, la consommation est un concept clé de l'histoire sociale, mais on en sait encore très peu de choses sur elle. Pour parler de la consommation, à laquelle fait référence ce livre, il est préférable de s'adresser à la société de consommation de Baudrillard. Dans une société de consommation, la consommation n'est pas seulement un lien économique, mais aussi une activité de construction sociale. Il construit notre identité, nos goûts et notre vie. En d'autres termes, qui nous sommes et quel genre de vie nous menons sont souvent façonnés par la façon dont nous consommons. Il y a plusieurs siècles, les marchés, les achats et les choix étaient bien moins accessibles, voire supprimés, qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais au cours des 100 dernières années, la consommation est devenue un élément typique de la vie des gens. Le sens du mot « consommation » a également subi de merveilleux changements au cours de cette période de l'histoire. Dès les premiers temps, il représentait « consommation »
épuisement ou destruction dans le vocabulaire occidental au XIIe siècle, ou encore tuberculose en anglais. Après le XVIIe siècle, il pointa progressivement vers des choses positives et créatrices. Une étape emblématique a été celle où Adam Smith a proposé dans La richesse des nations que la consommation est le seul but de toutes les activités productives. Les économistes du XIXe siècle affirmaient même que c'était la consommation, et non le travail, qui créait la valeur. Avec la formation de la société de consommation, au XXe siècle, le mot « consommation » a été déconnecté du sens des « épuisements ». À cette époque, les gens n'achetaient pas de nouveaux vêtements simplement parce qu'ils les portaient ou que leur voiture était en panne. Les gens les achètent parce que les vêtements sont un produit qui exprime le goût, tandis que les voitures sont un produit qui symbolise la richesse. De la consommation physique à la consommation signifiante, la consommation est entrée dans le champ des recherches sociologiques issues de l'économie. C'est autour de la consommation, au sens social, que l'auteur plonge dans plus de 5 siècles d'histoire, nous reproduit les tenants et les aboutissants de la culture de consommation mondiale à partir de nombreux matériaux historiques, et met en lumière des rôles importants habituellement ignorés sur la scène historique. Allez à la réception. À cet égard, j'ai résumé 4 changements du livre pour vous aider à en comprendre un ou deux. Parlons d'abord de la première, mondialisation, la mondialisation axée sur la consommation. C'est une période de l'histoire décrite de manière vivante dans le livre. L'auteur a déclaré qu'au cours des 400 années allant du XVIe au XIXe siècle, l'une des réalisations les plus louables de l'humanité a été que plusieurs continents éloignés étaient reliés dans un même monde marchand. En d'autres termes, la consommation est devenue depuis lors un phénomène véritablement international. Au XVIe siècle, c'était la fin de la dynastie Ming en Chine. Non seulement la dynastie Ming a ouvert la route maritime de la soie, mais le monde est également entré dans l'ère de la découverte. Ouverture du Nouveau Monde en Amérique et découverte de nouvelles routes maritimes, ces exploits passionnants ont été suivis de près par la mondialisation de la consommation tirée par le commerce maritime. Sur le marché régional d'origine, les marchandises du monde entier affluent. Le thé et la porcelaine ont afflué de Chine vers les deux côtés du Pacifique, tandis que le tabac, la dinde, les patates douces et le maïs des Amériques ont afflué vers la Chine. Les textiles en coton de Grande-Bretagne et d'Inde ont également commencé leur magnifique histoire de conquête du monde. Cet échange mondial a eu un impact énorme sur la vie quotidienne. Une seule usine peut provoquer un changement économique. Par exemple, après que les patates douces aient été expédiées des Amériques, elles sont progressivement devenues un aliment quotidien pour les Chinois. Des millions d'agriculteurs chinois n'avaient plus à cultiver, ils se sont donc tournés vers la sériciculture et le dévidage de la soie, et la soie pouvait être échangée contre d'autres choses. Produit 2. Le maïs américain est également arrivé sur les tables des gens, et davantage de terres et de mains ont été libérées. Les agriculteurs chinois ont commencé à cueillir des feuilles de thé et à planter des cultures de sucre pour les vendre sur le marché. Les modes de la ville ont également changé. Au XVIe siècle, les laques japonaises, le verre européen et les animaux de compagnie occidentaux sont devenus monnaie courante dans les familles de la noblesse de la dynastie Ming. Ce livre fournit des recherches détaillées sur l'histoire chinoise, y compris des œuvres célèbres telles que Jinping Mei, Un rêve de demeure rouge. Il nous montre que la prospérité et la sophistication de la consommation sous les dynasties Ming et Qing ont atteint un niveau étonnant. Les changements dans la structure de consommation entraînés par le commerce mondial ont restructuré l'économie nationale et modifié les tendances de la vie des gens. L'Italie de la Renaissance, les Pays-Bas et le Royaume-Uni au XVIIe siècle étaient également des points chauds du commerce mondial, et les gens de ces pays acceptaient également l'éclairage de la consommation mondiale. Une gamme d'aliments addictifs venus de terres exotiques ont conquis l'Europe. Par exemple, le thé de Chine, le café et le sucre de la péninsule arabique, le tabac et le cacao du Nouveau Monde. Au début, le thé et le café étaient considérés comme des médicaments exotiques et le sucre était un produit de luxe réservé aux nobles et aux élites d'affaires. Plus tard, ils sont entrés dans la vie quotidienne grâce à l'imitation de la mode. La popularité de ces matières premières repose sur des chaînes de production et de consommation qui s'étendent sur plusieurs continents. La chaleur et le confort d'une tasse de thé sucré infusé en Angleterre peuvent contenir la brutalité barbare des plantations d'esclaves dans les Caraïbes. Dans Sweetness and Power, cette œuvre classique révèle que la douceur sur la table est le résultat du jeu de pouvoir, qui condense le sort difficile d'innombrables personnes dans le torrent politique et économique mondial. Certains résistants l'ont même décrit ainsi: chaque livre de sucre était acheté avec 2 onces de chair humaine. Il en va de même pour le café, le cacao et le tabac. Derrière la popularité de chaque substance addictive se cache un promoteur d'un pouvoir transnational. La machine coloniale de l'Empire a joué un rôle important dans la diffusion de nouveaux biens, passe-temps et modes de vie. À son tour, la circulation mondialisée des marchandises a consolidé davantage la base commerciale du pouvoir impérial. Alors que la guerre et la diplomatie brisent une à une les barrières commerciales mondiales, un marché mondial unifié prend forme. Au XVIIe siècle, les Nigérians ont commencé à porter des vêtements en lin hollandais. Au XVIIIe siècle, la Sénégambie utilisait du fer importé de Grande-Bretagne pour fabriquer des outils agricoles. Au XIXe siècle, dans une publicité pour un savon en Afrique, un garçon noir était lavé. Pur et pur, des blancs progressistes.
Les colonies sont devenues des dépotoirs pour les produits européens bon marché et l'opium a joué un rôle majeur dans le régime chauvin. L'exploitation de l'Empire a été déguisée en commercialisation et en modernisation. Alors qu'une part de plus en plus grande de la population mondiale devient consommatrice, l'ère des empires atteint son apogée. Parlons du deuxième, l'urbanisation tirée par la consommation. Les villes sont des lieux de consommation. Tous les habitants consomment, ouvriers, commerçants, femmes au foyer, bonnes. Du 19e au 20e siècle, les villes sont non seulement devenues plus grandes, mais elles ont aussi consommé de plus en plus. En 1800, Paris n'était éclairé la nuit que par quelques milliers de lampes à huile et la plupart des quartiers étaient plongés dans l'obscurité. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il y a des dizaines de milliers de lampes à gaz à Paris la nuit, ce qui les rend des centaines de fois plus lumineuses. Le gaz, les conduites d'eau, les fils électriques, les bus et les tramways sont apparus les uns après les autres, reliant les rues et les zones résidentielles en un réseau, ce qui a eu un impact sur le mode de vie originel des gens. Après la popularisation de l'eau du robinet, la question de savoir si les baignoires et les toilettes à chasse d'eau sont des besoins fondamentaux ou des produits de luxe, et si elles doivent entrer dans les ménages civils, ce genre de confusion sur l'éthique de la consommation a troublé de nombreux Européens. De l'autre côté de l'Atlantique, la jeune Amérique est rapidement devenue une grande consommatrice d'eau urbaine. En 1884, l'approvisionnement quotidien en eau par habitant d'Atlanta était 10 fois supérieur à celui de Berlin, en Allemagne. Les puits et les citernes d'eau ont disparu et les systèmes d'approvisionnement par canalisation sont devenus la norme dans les villes. Sans ressources en eau facilement consommables, les supervilles capables de faire vivre des dizaines de millions de personnes ne peuvent pas émerger. Par conséquent, on peut dire que les infrastructures destinées à la consommation quotidienne façonnent les villes modernes, et que les villes modernes continuent de générer des infrastructures plus avancées. Les villes sont également marquées par des espaces commerciaux et de divertissement, qui sont des systèmes complexes évoluant autour de la consommation. Au XIXe siècle, Paris était connu comme la « capitale du monde », où les grands magasins sont apparus pour la première fois. L'auteur décrit que le rôle des grands magasins est de concentrer divers produits et innovations sous une immense verrière. Les grands magasins sont devenus un symbole de la vie urbaine et un moteur d'initiation et de diffusion de la consommation. J'ai inclus dans le manuscrit une vue aérienne du Bon Marché, le premier grand magasin de Paris à cette époque, afin que vous puissiez également ressentir le statut d'un grand magasin géant dans la vie sociale passée. Le Bon Marché et la Tour Eiffel ont été conçus par le même architecte. Les innovations sont ici infinies, les vitrines et les présentoirs de marchandises établissent un nouveau lien intime entre les consommateurs et les marchandises. Les remises, les promotions et les publicités font entrer les produits dans le cœur des gens. Des millions de catalogues de vente par correspondance ont été envoyés dans les villes et les villages, remplissant les centres commerciaux des foyers nationaux et étrangers. En 1894, le grand magasin Le Bon Marché expédiait chaque année des colis d'une valeur de 40 millions de francs. Ces diverses innovations ont déclenché ensemble un tsunami de marchandises et de désirs, entraînant une révolution dans la psychologie du consommateur. Ce livre mentionne également spécifiquement le Tianqiao à Pékin au début du XXe siècle, pionnier dans l'intégration des loisirs, du divertissement et de la consommation. Non seulement les gens qui voulaient acheter des choses et s'amuser y trouvaient du réconfort, mais les étrangers utilisaient également c'est une attraction touristique. Attraction touristique, ressentez le style de vie authentique des citoyens au milieu de l'agitation. La ville est comme un gigantesque vecteur de consommation, avec des grands magasins, des vendeurs ambulants, des cinémas, des parcs d'attractions qui se chevauchent tous, et la consommation est comme une jumelle de la ville. On ne sait pas vraiment qui a rendu lequel est devenu si puissant. Après avoir parlé d'urbanisation, passons au troisième, la modernisation de la consommation populaire. La modernisation est aussi un grand concept. Il existe une série de modèles de pensée et de vie qui bouleversent la tradition, comme la science, l'efficacité, l'aspect pratique, le féminisme, l'internationalisation, etc. Ce livre nous fera prendre conscience que peu importe la complexité du concept, tant qu'il est intégré au choix de consommation quotidien, il deviendra concret et réel. En d'autres termes, les idées sont mises en œuvre à travers la consommation. Même si elle est une femme au foyer recluse, son monde est transformé par la révolution de la consommation. Depuis les XVIIe et XVIIIe siècles, l'industrialisation a accéléré la séparation du travail et de la maison, les gens vont travailler dans des usines ou des entreprises pour gagner de l'argent, et l'espace domestique est devenu une scène de consommation typique. À la fin du XIXe siècle, les guides commerciaux américains préconisaient que les gens considèrent le salon comme un moyen important d'éducation à la vie. Par exemple, si vous souhaitez cultiver la qualité de vie des membres de votre famille, alors vous ne pouvez pas vous contenter de la décoration de votre maison, il faut être particulier. Face aux ménagères, les nouveaux produits, technologie et culture rivalisent de rapprochement. Les coussins et les canapés moelleux ont déclenché une culture du confort domestique, et la popularité du papier peint a représenté une tendance de décoration émergente. Des ensembles de meubles produits en série, des cuisines intégrées, des machines à laver, des aspirateurs et des radios ont apporté une standardisation dans les maisons. Avant même que le débat sur la question de savoir si nous devrions accepter autant de produits de base n'ait commencé,
la consommation a transformé la modernisation en une grande et une petite affaire. Les familles de la petite bourgeoisie, de la classe moyenne et de l'élite aristocratique offrent davantage d'opportunités d'affaires, non seulement elles deviennent modernes, mais elles poursuivent également la postmodernité. Les pots orientaux en argile sont utilisés pour s'agencer aux maisons de style mauresque, les tapis turcs peuvent créer une atmosphère exotique et nostalgique, les styles simples japonais répondent au nouveau goût des femmes au foyer européennes et la vaisselle haut de gamme de Chine, de Venise et de Toscane est devenue un élément social et élégance pour les familles. Repères culturels. De la standardisation à la personnalisation, de la modernité à la postmodernité, voyez-vous, la consommation finit par interpréter ces concepts abstraits dans la vie quotidienne. Parlons enfin du quatrième, la démocratisation de la promotion de la consommation. Dans l'Europe médiévale, il y avait des moines spécialisés dans la prière, des chevaliers spécialisés dans la guerre et des serfs spécialisés dans la production. Mais plus tard, dans le monde des marchandises, quelle que soit la profession ou la classe sociale à laquelle appartenaient les gens, ils avaient tous en fin de compte une identité commune, à savoir les consommateurs. Les distinctions autrefois insurmontables entre la classe supérieure et la classe ordinaire, entre l'élite culturelle et le peuple, ont désormais presque disparu à certains égards. Au XVIe siècle, les bas de soie étaient considérés comme un symbole de pouvoir par la famille royale française. En Union soviétique, après la Première Guerre mondiale, les bas de soie étaient encore considérés comme des biens précieux des hommes. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les ouvrières dans les usines, ils portaient toujours des bas. C'est vraiment une chose intéressante, certaines personnes veulent créer des différences par la consommation, puis davantage de personnes convergent vers la tendance par la consommation. La consommation a aplani de nombreuses différences. Surtout à l'ère de la culture de masse du XXe siècle, les classes moyennes et supérieures de la société ont parfois renoncé à maintenir leur propre goût et ont regardé les pièces de Shakespeare et les feuilletons télévisés. De la Seconde Guerre mondiale à la guerre froide, les États-Unis sont devenus une « société de consommation » typique. Non seulement les annonceurs et les hommes d'affaires, mais aussi le gouvernement ont commencé à s'adresser aux consommateurs. Vous constaterez que la consommation joue un rôle particulièrement terre-accent-grave-terre et merveilleux dans la mobilisation politique. Qu'il s'agisse du « New Deal » de Roosevelt, du nazisme ou du stalinisme, presque tous promettent une vie meilleure à leurs partisans. À l'époque de Staline, les soviétiques pensaient que tous les travailleurs fidèles pouvaient boire du champagne et que tout le monde avait droit à une télévision. Dans les pays souffrant d'inflation et de grande dépression, les consommateurs n'étaient plus considérés comme la cause du problème mais comme la solution. En 1931, l'économiste Keynes, connu comme le « père de la prospérité d'après-guerre », écrivait qu'en période de récession, économiser de l'argent est un péché, chaque fois que vous économisez 5 shillings, un homme se retrouve au chômage pendant un jour. Il a exhorté les femmes au foyer patriotique à profiter du shopping. Quel que soit le monde d'où ils viennent, lorsqu'ils assument la nouvelle identité de consommateur, ils sont tous traités avec courtoisie. Le consumérisme, la démocratie, la liberté et le capitalisme sont souvent exportés dans leur ensemble. Après la Seconde Guerre mondiale, les chaînes de supermarchés américaines, les publicités marketing de Madison Avenue et les films hollywoodiens se sont répandus sur les côtes de l'Atlantique et du Pacifique, et des personnes de différents pays et races ont également mené une vie de shopping et de divertissement similaire. La culture de consommation est devenue une puissante force de normalisation dans le monde entier. La seconde partie. Nous venons de revenir sur l'histoire de la vie contemporaine et nous avons continuellement découvert le rôle potentiel de la consommation dans les 4 processus de mondialisation, d'urbanisation, de modernisation et de démocratisation de la société humaine. Ensuite, nous examinerons la vie contemporaine dans une perspective historique, c'est-à-dire en utilisant une perspective historique pour nous aider à réfléchir aux problèmes de la culture de consommation actuelle. J'ai sélectionné 3 problématiques contemporaines du livre à interpréter. La première question est, la consommation excessive est-elle la perte de la vertu de frugalité des gens ? Dans cet immense livre, « Société d'abondance » est un mot que l'auteur utilise assez fréquemment. Le but de la « société d'abondance » n'est pas de vanter l'abondance matérielle, mais d'attirer l'attention des gens. Lorsque le matériel passe de la pauvreté à l'abondance, nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes sur les plans spirituels, moral et autres, car les gens ne sont pas nés pour s'adapter à abondance. La surconsommation est un symptôme typique de la « maladie de l'abondance », et le crédit à la consommation est considéré comme un moyen intermédiaire permettant aux personnes de contracter la maladie. Les entreprises, la finance et la publicité ont toutes conspiré pour crier aux gens le slogan « Achetez aujourd'hui, payez demain ». Autrefois, manger trop de nourriture était considéré comme une marque de défaut moral. Aujourd'hui, cela est progressivement défendu comme une vertu, c'est-à-dire un investissement judicieux dans l'avenir. À cet égard, le point de vue de l'auteur se présente sous 2 aspects. D'un côté, le crédit alimente un cercle vicieux entre dette, surconsommation et fausse demande, plaçant davantage l'entreprise au centre du pouvoir et obligeant les gens à accepter la double servitude de la consommation et de la dette. Mais d'un autre côté, c'est aussi comme un « escalier roulant » qui emmène les gens vers l'avenir, c'est-à-dire qu'ils empruntent de l'argent à l'avenir pour progresser. Escalator est aussi un mot mentionné de temps en temps dans ce livre, représentant une vision clé de l'auteur sur la consommation.
Marshall, le célèbre économiste britannique et fondateur du néoclassicisme, a déclaré « Le développement économique, c'est comme gravir une échelle sans fin ». Pour l'auteur, la consommation est comme un volant de croissance, plus de propriété conduit à des attentes plus élevées, ce qui en fin de compte stimule plus de création, et plus de création entraîne plus de propriété. La société a installé un escalier mécanique. La consommation peut également agir comme un escalier roulant pour les individus. L'application du crédit à la consommation personnelle doit être considérée comme le reflet du progrès social. Respecter la poursuite des désirs personnels des individus et, en fin de compte, promouvoir la réalisation globale des intérêts publics est exactement ce que la société moderne doit faire. Ce livre véhicule une idée similaire. L'auteur a déclaré qu'en regardant le développement du crédit à la consommation depuis le XXe siècle, il s'avère que la plupart des gens vivent encore selon leurs moyens en matière de crédit. Bien que certaines personnes aient vu leurs prêts hypothécaires saisis, il existe encore des milliers de prêts automobiles et immobiliers qui ont été remboursés à temps. Ces prêts aident de nombreuses personnes à échanger du temps contre de l'espace, à réaliser leurs besoins de consommation à l'avance et à accroître leur capacité à réaliser davantage leurs rêves de richesse. Il s'agit en fait de « l'escalier roulant » dont nous avons parlé plus tôt. Et ceux qui ne peuvent pas obtenir de crédit formel sont comme poussés vers le bas de cet escalier roulant. Ensuite, reparlons-en, ce livre aborde également la question de savoir si la consommation aggrave l'anxiété dans la vie des gens. L'anxiété n'est pas seulement un problème contemporain. Dès 1831, après un voyage aux États-Unis, l'historien français Tocqueville écrivait dans son livre « De la démocratie américaine », les Américains sont toujours occupés, désireux de s'emparer de tout ce qui est à leur portée, de sorte qu'il faut se demander s'ils craignent souvent de ne pas vivre assez longtemps pour profiter de ces choses. En 1874, Nietzsche exprima son inquiétude face à la vie de plus en plus précipitée et à l'épuisement qui en résulte du monde spirituel des gens. Inquiet. En 1990, une association au nom accrocheur, Time Deceleration Association, a été créée en Autriche. Qu'est-ce qui accélère le rythme de vie des gens? L'auteur souhaite également savoir si le manque de temps est vraiment le prix à payer pour rechercher l'abondance matérielle. La réponse générale est « oui ». Pour satisfaire davantage de désirs de consommation, les gens doivent continuer à tourner autour de l'axe du monde marchand, tout comme ils souffrent du syndrome du hamster. La réponse de l'auteur va encore plus loin. Pour être honnête, le temps ne diminue pas vraiment, mais notre comportement de consommation a entraîné des changements dans notre conscience du temps et dans la manière dont nous l'utilisons. Genre, pourquoi sommes-nous si fatigués? Les loisirs devraient toujours être une question de détente, n'est-ce pas? Oh, non, Veblen n'est pas le seul à dire dans « La théorie de la classe de loisirs », les loisirs créent également la distinction entre les classes. C'est-à-dire que non seulement avoir de l'argent, mais aussi avoir des loisirs, est aussi un capital utilisé par les classes supérieures pour se montrer. L'auteur de ce livre souligne même que nous sommes confrontés à une « révolution des loisirs », car une société d'abondance rend les loisirs de plus en plus chers. Depuis la révolution industrielle, les horaires de travail des gens ont été considérablement réduits par rapport à ceux de leurs ancêtres. Quand les pauvres prennent des vacances et deviennent la nouvelle classe de loisirs, les riches deviennent la classe ouvrière. Tout le monde a des loisirs. L'écart entre ceux qui avaient des loisirs et ceux qui n'en avaient pas a été remplacé par l'écart dans la quantité d'activités que les gens font pendant leur temps libre. Tandis que les gens travaillent dur, ils prêtent également attention à l'efficacité des loisirs. En fait, il s'agit d'une bataille sur deux fronts. La qualité des loisirs et la diversité des activités qu'ils offrent sont devenus une nouvelle mode identitaire. Notre manque de temps est en grande partie dû au fait que les gens veulent appartenir à la classe privilégiée des loisirs. Enfin, parlons d'une question d'âme abordée dans ce livre, les marchandises, tuent-elles Dieu? Cela ressemble à une question chrétienne très occidentale, mais si nous la traduisons, c'est en réalité une question très universelle. C'est alors que le matérialisme deviendra une nouvelle foi, la consommation deviendra-t-elle l'ennemi de la poursuite d'une vie spirituelle noble? Pour les critiques, cela n'a rien d'alarmiste, les gens veulent des marchandises, pas Dieu. Lorsque l'Europe est entrée dans une société prospère dans les années 1960, les gens n'allaient plus à l'église mais faisaient du shopping. Le pape Jean-Paul II a dénoncé le consumérisme qui rend les gens esclaves de la possession et de la gratification immédiate. Mais en réalité, ce genre de crise n'a pas commencé dans les sociétés riches. Nietzsche disait aussi que Dieu est mort. Historiquement parlant, les progrès de la rationalité et de la modernité dans la société humaine conduiront inévitablement à la sécularisation, car il s'agit d'un processus d'éveil et d'autolibération de l'homme, qui s'éloigne des droits théocratiques et s'oriente vers les droits de l'homme. On peut dire que la disparition de la tradition est une question de temps. En d'autres termes, à mesure que les gens deviennent de plus en plus efficaces et modernes, la consommation est une nécessité, et elle n'est en soi l'ennemi de personne. Alors, en regardant cette question plus spécifiquement, la consommation empêche-t-elle les gens de poursuivre une vie spirituelle plus noble? La tendance de l'auteur est la suivante, il n'y a pas lieu d'opposer les deux. Il nous a dit que la culture spirituelle a toujours eu besoin de la culture matérielle pour la porter, et que la culture n'a jamais été complètement séparée des affaires. Au Moyen Âge,
les croisés ont diffusé d'innombrables médailles de Madone par le biais de l'achat et de la vente. Autre exemple, au Japon, les cérémonies religieuses et les achats d'articles sont souvent liés. Les sculptures en poterie représentant des lapins et des oiseaux, ainsi que des tasses et des cuillères à riz, sont des objets célèbres, censés porter chance lorsque les gens les rapportent à la maison. À cet égard, les anthropologues européens décrivent ces objets comme étant des intermédiaires pour les dieux. En termes connus de tous, il s'agit d'un véritable produit culturel et créatif. Dans le monde réel, la vie spirituelle n'existe pas sous une forme purement spirituelle, mais est également remplie de diverses substances. Pour l'héritage et la renaissance des traditions et des valeurs culturelles passées dans la vie des gens d'aujourd'hui, l'abondance peut être non seulement un défi, mais aussi une opportunité. Maintenant, ce livre se termine ici. Il y a aussi beaucoup de contenu riche dans le livre, comme par exemple, du berceau à la tombe, comment le monde marchand découvre les enfants et les personnes âgées comme de nouvelles forces de consommation, du rejet au recyclage, la relation entre les personnes et les choses après le jeter, etc. Vous pouvez également trouver ce livre pour une lecture plus approfondie. Dans le monde matériel dans lequel nous vivons, chaque marchandise a une profonde signification historique. Ils n'apparaissent pas par hasard, mais nous parviennent en raison des différents systèmes et concepts de la société humaine. À travers ce livre, l'auteur nous ramène sur la façon dont de plus en plus de marchandises sont entrées dans la vie des gens, et comment tout cela a changé la société et l'histoire. On peut donc dire qu'il s'agit d'une histoire de la civilisation humaine moderne écrite du point de vue des marchandises. La consommation est en fait un concept clé de la civilisation humaine. Il semble inconnu, mais en fait, il a été au cœur de nombreux processus humains majeurs. Le critiquer à la légère nous rendrait aveugles à son extraordinaire valeur historique par imprudence. C'est dans la consommation que les grands concepts de mondialisation, d'urbanisation, de modernisation et de démocratisation sont intégrés dans les préférences gustatives des gens, les tendances de la mode et la vie quotidienne de toutes les époques, et qu'ils se transforment en monde et deviennent véritablement vivants. Aujourd'hui encore, l'exportation de biens matériels et culturels continue d'alimenter le four de l'intégration mondiale. Lorsque les jeunes du monde entier boivent ensemble une tasse de Coca ou de Starbucks, ils réalisent d'abord une communauté humaine à travers la consommation. La consommation crée également un lien fort entre les individus et la société. Que consommer et quelle quantité consommer est l'une des questions les plus épineuses non seulement pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour notre époque. Notre relation avec les choses ne définit pas seulement notre style de vie, mais façonne également la forme de l'économie, de la société et du pouvoir. L'abondance matérielle a donné naissance à un empire marchand au pouvoir multiplié. Face à l'abondance à venir, sommes-nous prêts à l'accueillir dans tous les aspects de l'éthique sociale? Enfin, je voudrais dire que l'attitude positive de l'auteur à l'égard de la consommation est différente de celle de l'école critique. Baudrillard et Hieke nous ont un jour mis en garde, comment les gens sont manipulés par la consommation, mais l'auteur nous dit, comment la société est façonnée par la consommation, nous devons le regarder dialectiquement. La consommation est essentiellement une question philosophique, et il n'existe pas de conclusion définitive quant à savoir si elle est bonne ou mauvaise. Comme mentionné précédemment, le contexte de ce livre est un projet de recherche extrêmement financé. D'une certaine manière, cela détermine également la tendance fondamentale de l'auteur, qui est de mener des recherches constructives. Il n'y a pas de péché originel dans la consommation, mais elle n'a jamais été dissociée du contenu moral. Nous pouvons mettre de côté nos préjugés et essayer de réfléchir seuls au sens ultime de la consommation dans notre vie personnelle. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.